Montréal, c'est une ville qui bouge, c'est grâce à vous, puis c'est grâce à des gens comme Sylvie. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci à vous tous d'être ici ce matin. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux. Oui, effectivement, on est encore dans le feu de l'action. On n'a presque pas encore eu le temps de dormir. Et je vous invite à profiter de cette expo jusqu'au 15 janvier. Il y a vraiment des choses absolument fantastiques, puis je vais vous en parler un petit peu plus. Je voudrais remercier en fait Creative Morning pour l'invitation, remercier le MAC, notre partenaire de coproduction pour cette biennale. Donc c'est grâce à ce partenariat entre la biennale et le Musée d'art contemporain qu'on est capable de produire et de livrer un événement de l'ambition puis de l'ampleur de la Biennale de Montréal. Donc merci. En fait, ce qu'on a convenu que j'allais faire ce matin, c'est vous parler un petit peu de mon parcours parce que ça explique comment on en arrive ici maintenant. Donc, il y a comme trois thèmes, trois questions qui, pour moi, priment. C'est la question de curiosité, la question d'agilité. Ceux-là sont peut-être attendus. La dernière, peut-être un peu moins, la question d'hospitalité. Donc, brièvement, moi, je viens de Québec, je viens de Lévis, en fait. J'ai grandi sur les berges du Saint-Laurent, puis je pense que ça, c'est hyper formateur, dans le sens que, déjà très petite, ce que je voyais, c'était des bateaux qui allaient vers l'intérieur de l'Amérique du Nord et vers l'extérieur. Fait que ma sensation de ma position dans le monde, ça a toujours été une position de mondialisation. Donc, c'était toujours de me dire, ils viennent d'où ces bateaux-là? Qui est dessus? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont? Pourquoi? Puis moi aussi, je veux y aller. Donc, c'était vraiment ça dès le début. Donc, cette notion de mon identité, ma position, c'était toujours dans ce dialogue, en fait. Donc, très rapidement, j'ai appris que ces bateaux-là venaient souvent d'Europe et des Caraïbes et qu'ils allaient à l'intérieur des États-Unis. Donc, cette relation, cette position géopolitique qu'on a ici au Québec, puis parfois qu'on nie, qui est entre l'Amérique du Nord, bien sûr, et l'Europe, c'était en fait là, dès le début. En plus, mon père était marin, donc on allait souvent sur les bateaux avec lui et on voyageait énormément. Donc, c'est un peu anecdotique, mais je pense que c'est très important parce que ces moments-là sont formateurs et ils font qu'on établit déjà le champ des possibles dès le début. Donc, en termes d'éducation, moi, j'ai été à l'école aux États-Unis et en Ontario. Donc, j'ai commencé à Toronto et rapidement passé de l'autre côté aux États-Unis parce que, en termes de bagage ou d'expérience, c'était pour moi beaucoup plus alléchant parce qu'il y a eu des opportunités, qu'on les a saisies tout simplement. Et dès le début, je dirais un des paramètres que je me suis donné dans ma vie, c'est que je déménagerais tous les 5 ans. Et que je changerais de pays, que je changerais de job, que je changerais de tout à tous les 5 ans et que c'était la seule façon de rester pertinent. Parce que souvent, quand on n'est pas... En fait, pour moi, c'est très important, cette expérience que tu vis au quotidien, donc comment tu négocies ta vie dans ta ville, les conditions politiques, les conditions économiques, c'est très, très important pour faire en sorte que, justement, ton travail est constamment remis en question et que tu t'enlises pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai, dans la vingtaine, je me suis dit, je vais vivre ma vie comme ça. Tous les 5 ans, on change. Donc, j'ai respecté ce guideline-là, sauf pour une année, qui était en plein milieu de la crise économique aux États-Unis. Donc, je dirigeais un organisme à Atlanta. C'est 2009, c'est la fin du monde. Tout tombe en morceaux. Fait que c'était mon 5 ans, mais tu quittes pas un organisme quand c'est vraiment le marasme. Donc, on a resté 3 ans de plus pour s'assurer que l'organisme soit en santé et puis qu'il puisse réatteindre sa vitesse de croisière. Donc, des choses très, très, très importantes. Et aussi, de changer de ville, de changer de poste, ça fait que ton toolkit s'étend très largement. Donc, au fil des ans, j'ai travaillé à titre de producteur, d'impresario, de rédacteur en chef, de commissaire, d'éducateur. Et à chaque fois, donc, tu acquiers tout un bagage de connaissances qui fait que maintenant, on peut faire quelque chose comme une biennale parce que ça requiert toutes ces compétences-là. Donc, d'aller à des postes comme ça qui sont des postes beaucoup plus hybrides, beaucoup plus fermement ancrés localement, mais où tu as besoin d'avoir un réseau international, c'est vraiment par l'expérience que ça se développe. Donc, voilà.
Qu'est-ce qu'une biennale? Donc, pourquoi on est ici aujourd'hui? Une biennale, c'est un événement qui a lieu à tous les 2 ans, qui souvent a pour objectif de rassembler les pratiques en art contemporain les plus pertinentes, qui a aussi un ancrage local, bien sûr. Donc, c'est souvent une façon de faire ce trait d'union entre la ville où on vit et le reste du monde, et le reste du monde dans le sens très, très, très élargi. Donc, il y a peut-être 20 ans, on aurait pensé le reste du monde, c'était principalement peut-être l'Amérique du Sud et l'Europe. Maintenant, c'est vraiment très, très globalisé et ça requiert donc, encore là, tout un réseau, toute une mobilité. La Biennale de Montréal est l'événement le plus important au Canada. Il rassemble cette année 55 artistes qui proviennent de 23 pays. La majorité des œuvres sont des nouvelles productions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'à mercredi dernier, dans bien des cas, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait présenter. Et ça, c'est fantastique. C'est ça la prise de risque, la créativité, c'est de cheminer avec des artistes, de l'idée et du concept le plus flyé possible et de travailler avec eux pour donner une forme à cette idée. Donc, on travaille souvent sur des échelles de 18 à 24 mois. Et ça commence autour d'un café en disant j'ai cette idée, c'est complètement dingue. Puis là, on se dit OK, let's do it. Et par la suite, bon, il y a toutes sortes d'étapes pour arriver à l'aboutissement de ce projet. Donc, c'est très différent, je dirais, bien qu'on travaille avec un musée, et c'est très important ce soutien-là, la façon dont une biennale fonctionne, c'est très différent parce qu'on n'est pas axé vers la collection et on n'est pas axé nécessairement vers l'éducation. Ce sont des rôles qui viennent après, mais nous, on est vraiment axé sur la production et sur la diffusion des idées. Et ça, c'est fondamentalement différent. Ça veut dire qu'on fonctionne complètement, de façon complètement différente. Donc, ce que ça donne, c'est que tu as une idée complètement flyée qui est, à ce moment-là, irréalisable. Et on se dit, oui, on embarque dedans. Et donc, on part de l'irréalisable et on mobilise notre réseau à travers le monde pour pouvoir réussir à le faire. Concrètement, ici, cette année, on a collaboré, on a coproduit des œuvres avec des organismes en Norvège, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Chine, au Brésil. Donc, les compétences et les connaissances n'étaient peut-être pas ici, localement à Montréal ou ici au Canada, mais on va chercher tout ça et ensemble, on est capable de produire ces œuvres pour les artistes. Et ça, c'est vraiment absolument fantastique. Et il n'y a rien, je vous le dis, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, d'être capable de pouvoir cheminer avec quelqu'un pour réaliser le projet, c'est absolument fantastique. Ce que ça donne, hier, on a eu une grande annonce. Donc, une des artistes qui est ici au MAC, et vous pourrez voir à partir de la semaine prochaine son installation, elle a fait une performance durant les journées d'ouverture. Donc, hier, on a eu l'annonce officielle qu'elle était sélectionnée pour représenter l'Allemagne à la Biennale de Venise l'été prochain. Et bien que c'était en discussion avant la présentation à Montréal, ça s'est décidé le week-end dernier, ici, dans le sous-sol. Donc, c'est de ça dont je parle. Donc, des projets qui bénéficient bien sûr des artistes ici à Montréal, mais bénéficient aussi des artistes d'ailleurs. Et c'est justement dans ce bénéfice mutuel. Donc, il faut travailler avec des artistes à l'étranger pour pouvoir donner des chances à des artistes d'ici aussi. Là-dessus, je vais vous montrer quelques images. Donc, dans une de mes vies antérieures, deux blocs de 5 ans en arrière, j'étais rédactrice en chef d'une revue Atlanta. Et une des choses que je devrais dire, c'est qu'au fil des ans, j'ai réalisé que je suis quelqu'un qu'on engage pour le changement et pour donner des essors à des projets. Donc, ce projet à Atlanta, c'était une revue qui existait depuis 25 ans, qui était significative, mais qui était une revue locale. Le conseil d'administration avait comme objectif d'en faire un des grands éléments de discours à l'international et de le faire d'un point de vue d'un organisme à but non lucratif. Donc, aux États-Unis, à but non lucratif, c'est très intéressant, assez antithétique en fait. Donc pour moi, ça c'était super intéressant de dire comment on va dans le belly of the beast, très commercial, et comment on produit un organe, un journal qui va parler d'une autre réalité. Donc
à partir d'Atlanta, la question était qu'est-ce qui est significatif localement? Et à ce moment-là, ce que j'ai réalisé, c'est que, bon, Atlanta et des villes comme Phoenix ou même Austin, c'est là où les États-Unis sont en train de se remodeler. C'est pas à New York, c'est pas à Los Angeles. Ça, c'est déjà accompli, ça changera jamais. Mais le pouvoir économique puis les transitions sociales se font dans ces grandes villes du Sud qui sont en croissance extrême. Donc, de travailler à partir de ce contexte-là, ça semblait super intéressant. Et donc, Atlanta, qui est une ville où il y a plusieurs multinationales, donc de Coca-Cola à UPS et même des multinationales à but non lucratif comme Care. Donc, vraiment, là où des décisions qui ont un impact à l'échelle mondiale sont prises par un petit groupe de personnes, comment on travaille, comment on réfléchit à cet espace? En termes théoriques, il y avait plein de travail qui était fait à deux niveaux, au niveau du capital financier, puis au niveau des gens qui sont vraiment défavorisés. Mais toute la couche du milieu, qui est la réalité d'Atlanta et de plusieurs autres villes comme Bruxelles, comme Anvers, demeurait non théorisée du tout. Donc, on s'est dit, l'enjeu qu'on va se faire, c'est de penser avec nos partenaires à travers la planète à cette vaste zone qui demeure non théorisée. Donc, l'enjeu, c'était de déceler les grands courants internationaux en prenant comme test différentes villes en Afrique, au Moyen-Orient, dans le cœur des États-Unis, donc de Memphis à Anvers, à Ankara, et de pouvoir voir les nouveaux mouvements et de les nommer. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec grand succès pendant un grand nombre d'années. On a réussi de passer une distribution de 17 pays à 83 pays et de gagner plusieurs prix à la fois locaux et internationaux. Ce que vous voyez là, c'est une jeune artiste de Miami qui est maintenant très, très, très connue, qui était ici dans la dernière biennale. Ceux d'entre vous qui étaient venus ont peut-être vu les cartes postales de femmes nues. Donc, c'est Jillian Myers. C'était son premier projet. Et donc, quand on parle de l'insertion du talent local dans un contexte international, ça, c'est un exemple. Donc, artiste complètement inconnue, on la met parce que son travail est très fort sur la couverture de cette revue et tout d'un coup, sa carrière saute. Donc, c'est ces gestes-là qui sont non peut-être pas numériquement importants, mais qui sont stratégiquement importants, qui font la différence. Donc, on entend beaucoup parler maintenant de la scène artistique de Miami en termes de cinéma, en termes de musique, en termes d'art plastique. Donc, Jillian était une des personnes. Donc, ça, c'était probablement, je ne me souviens pas de l'année exactement, peut-être 2006-2007, donc à ce moment-là. Autre projet important, en 2010, c'était mon premier retour au Québec après presque 20 ans, donc j'ai fait la Biennale de la Manif d'art de Québec. Et un projet que vous avez peut-être vu parce que maintenant c'est ici dans la collection du musée, mais un projet qu'on avait fait en face du Parlement de Québec, c'était justement encore là, dans la foulée de la crise économique. Puis ce qui me surprenait en revenant au Québec et au Canada, c'est que les gens se sentaient à l'abri, ils se sentaient en sécurité. Ils se disaient, non, la crise économique, ça ne nous touche pas. Mais moi, qui voyageais beaucoup, qui revenais, je voyais à quel point ça avait touché les gens. Mais les gens avaient bu le Kool-Aid et se disaient, on est en sécurité. Mais la réalité, c'est que la réalité économique ici était pire que celle qu'on disait un état de crise aux États-Unis. Donc, c'est comme tout le monde avait pris sa pilule pour dormir et on se disait que ça allait bien alors que ça allait très, très mal. Et donc, j'ai décidé de faire une biennale sur la catastrophe parce que je voulais réveiller les gens puis dire, vous la vivez la catastrophe au quotidien. Vous êtes soumis à une violence quotidienne et vous ne le voyez même pas parce que vous vous attendez à une forme spectaculaire. Donc, afin de provoquer justement les politiques, de mettre ça en face du Parlement. Donc, pendant 4 mois, à chaque fois qu'ils sortaient, ce qu'ils voyaient, c'était ce terme. Donc, encore là, c'est des façons de réaliser un projet qui est à la fois provocateur, mais pas au sens simple de la provocation, mais qui provoque quelque chose de beaucoup plus profond qu'un choc. Et de réaliser, bon, vous pouvez vous imaginer le niveau de négociation pour faire ça, parce que le terrain appartient au fédéral, le mur appartient au provincial. Le maintien du mur, c'est la responsabilité de la Ville de Québec. Ensuite, il y a l'armée qui est là-dedans. Donc, de négocier toutes les couches, tout ça, c'est invisible au public, bien sûr, mais de négocier toutes ces couches, et ça fait partie du travail de l'artiste. Donc, à chaque fois qu'on touche une de ces couches,
on provoque un changement. On provoque une prise de question, une conscientisation. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de l'œuvre, mais c'est invisible. Et ça, en art contemporain, c'est quelque chose qui arrive souvent. Par exemple, pour déplacer les œuvres que vous voyez ici, il y a un artiste en haut que vous allez découvrir, un artiste chinois, où ses œuvres ont été censurées. Donc, pour sortir une œuvre de la Chine, il y a une entité gouvernementale qui contrôle l'exportation. En général, on contrôle l'importation, mais avec la Chine, c'est l'exportation. Donc, les œuvres que vous voyez en haut ont été censurées. Donc, on arrive pour les sortir, pas capable de les sortir. Donc là, comment on va faire? FedEx, tada! Donc, on a plié le tableau et on l'a envoyé dans une boîte. Ils ne se sont pas aperçus de ce qui s'est passé. Donc, donc, il y a toujours une façon, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que je parlais d'agilité au début, donc curiosité, on a parlé des déplacements, de changer de job. Là, l'agilité, donc c'est à la fois dans la réalisation d'un travail d'un artiste comme celui-ci, parce que tu rentres dans ce projet-là en sachant jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu le sais jamais. Et tu apprends une tonne de choses. Et c'est ça qui est fantastique. Parce qu'au fil des ans, j'ai appris comment faire du savon, comment contrôler des avions, en fait, toutes sortes de choses. Comment les fils de satellite, tout ça, ça fonctionne. Avec un artiste avec qui j'ai travaillé, qui a travaillé sur tous les vols d'extradition de suspects par le gouvernement américain et ses alliés. Donc, tout ça, ça laisse des traces, il faut savoir les lire. Et donc, c'est un projet qu'on a réalisé ensemble où il a réussi sur 3 ans de détecter tous les vols non officiels qui ont été des vols d'extradition amenant des personnes à Guantanamo ou à d'autres prisons qui se retrouvent dans différentes villes, dont certaines au Canada, donc des black sites. Donc, les artistes nous amènent à toutes sortes d'endroits et c'est pour ça que c'est absolument fantastique d'avoir l'opportunité de faire un projet comme une biennale. La dernière chose dont je voulais parler, c'était la question d'hospitalité, parce que je pense que c'est très important. Une biennale où, quand on travaille en art contemporain, il y a 2 choses qui sont importantes. On a parlé des artistes, on a parlé de la capacité de réaliser leurs projets. L'autre facteur qui est très important, c'est les publics. Et souvent, on entend parler des publics en termes de consommateurs, de clients. Donc, un nombre très restreint de façons de conceptualiser les gens avec qui on entre en relation. Et c'est très, très dérangeant. Et donc, pour moi, ça a toujours été cette notion d'hospitalité est fondamentale. Parce que l'hospitalité, c'est à la fois une très, très ancienne notion qui se retrouve dans toutes les cultures, qui remonte dans la culture occidentale aux Grecs, et qui demeure très pertinente pour nous parce que dans une relation d'hospitalité, ce qu'il y a toujours, c'est une relation d'hostilité. Et pour moi, ça, c'est très important. La culture consensuelle, ça mène nulle part. C'est la culture la culture dissensuelle qui mène quelque part. Donc, de penser que nos publics sont des gens qu'on accueille et avec qui on va entretenir une relation de consensus, pour moi, c'est complètement se leurrer. Plutôt, ce que j'essaie de faire toujours dans mes projets, c'est de créer une situation où le public peut fondamentalement changer le projet. Donc, et dans la relation d'hospitalité, je pense que la meilleure image, c'est de dire, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, knock, knock. Tu ouvres la porte et en ouvrant la porte, tu ne sais pas si la personne va te shooter ou si toi, tu peux shooter la personne ou qu'est-ce qui va se passer. S'il n'y a pas ce risque-là quand tu ouvres la porte, ce n'est pas une relation d'hospitalité, c'est une relation d'amitié, de familiarité, de voisinage, c'est toutes sortes d'autres choses. Mais l'hospitalité, la vraie hospitalité, il doit y avoir cette violence et ce danger dans la relation. Et donc, comme commissaire ou comme directrice de biennale, ce que je souhaite, c'est que dans notre relation avec vous, avec les publics, il y ait toujours cette possibilité où vous changez radicalement le projet, où l'institution, la biennale peut être radicalement changée par ses publics, de la même façon que l'artiste nous change radicalement à chaque projet. Donc, je vais terminer là-dessus.
Donc, la violence, la pression, c'est très important, c'est très créatif. Et si on n'a pas ce facteur-là, on est dans l'entertainment simplement, on est dans la culture de masse simplement. Et donc, je vous termine avec 2 images. Une œuvre qui était ici à la Biennale en 2014, qui par la suite, justement, artiste québécois 2014, presque inconnu même ici à Montréal. Et grâce au travail de la Biennale et à ce partenariat international, elle se retrouve 1 an plus tard comme pièce maîtresse à la Biennale d'Istanbul. Donc, de 0 à échelle mondiale avec plus d'une douzaine d'invitations par la suite. Et le projet que je vous invite à revenir voir sous sa forme installative, ici au MAC, au sous-sol de la BWR, et c'est justement l'œuvre qui a été choisie pour représenter l'Allemagne à la prochaine Biennale de Venise. Une performance fantastique, intense, vraiment hardcore, qui a eu lieu la semaine dernière et qui maintenant se poursuit sous la forme d'une installation avec une dimension sonore. Donc, je vous invite à revenir et à visiter le site de la Biennale pour en savoir plus sur tous les projets, tous les programmes. Et venez nous mettre dans cette relation d'hospitalité. Merci. Merci, Sylvie, de nous donner un petit regard à l'intérieur d'un monde qu'on perçoit souvent de l'extérieur comme hermétique, mais que tu nous présentes comme clairement anti-hermétique. Merci.